Souvent, on a du mal à distinguer millions et milliards. Eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, 1 million de secondes, ça représente 11 jours, et 1 milliard de secondes, c'est environ 32 ans. Maintenant, imaginez votre vie si votre famille avait non pas des millions, mais des milliards de dollars en banque. C'est le cas de Claire Bronfman. Résumons l'histoire. On est au tout début des années 2000. Claire est la 7e fille d'un milliardaire qui a fait fortune dans les spiritueux, Edgar Bronfman Sr. Mais elle se sent rejetée par la dynastie, au point d'avoir honte de son propre nom et de ses milliards. Alors Claire se cherche, jusqu'au jour où sa grande sœur, Sarah, lui parle des enseignements révolutionnaires d'un petit barbu à lunettes, un certain Keith Raniere. Mégalomane et pervers, celui-ci a mis sous emprise des centaines de disciples qu'il a réunis dans une organisation baptisée NXIVM. À l'héritière, le gourou va donner tout ce qu'elle n'a jamais reçu de ses parents, de l'attention, de la confiance, de l'amour même, mais surtout, il va donner un sens à sa vie. Au printemps 2003, tout bascule. Raniere se brouille avec le père de Claire, Edgar Sr. Révolté, celui-ci active son réseau et prend contact avec quelques journalistes. Il veut tout faire pour dénoncer les agissements de la secte. Vous écoutez la saison 2 du podcast Les Héritiers. Épisode 2, la banquière avisée. « 13 octobre 2003, Albany, État de New York. » Le magazine est là, posé sur la table. Plusieurs adeptes tournent autour, mais personne n'ose l'ouvrir. À peine se hasarde-t-on à jeter un œil sur la couverture. En pleine page, il y a un portrait en noir et blanc de leur chef, Keith Raniere. Cheveux longs, barbe taillée et regard au loin, le visage éclairé par une lumière menaçante, il semble à la fois apaisé et confiant. Pourtant, le titre jaune vif qui surmonte la photo est sans équivoque, le coach exécutif le plus étrange du monde. Cette une qui vient tout juste de paraître, c'est celle du magazine Forbes. C'est la première fois qu'une publication aussi prestigieuse parle en détail de NXIVM. Et l'article n'est pas glorieux. Titré « Culte de la personnalité », il dresse sur 7 pages le portrait de celui qui se fait appeler Vanguard et détaille ses guérisons miraculeuses à base de coaching personnel ainsi que son talent fou pour la manipulation psychologique. Assise dans un coin de la salle de réunion, une femme semble plus préoccupée que les autres. Claire Bronfman. Elle est la fille d'Edgar Bronfman Sr., l'homme par qui le scandale est arrivé. Milliardaire, président des distilleries Seagram, Bronfman est non seulement l'instigateur de l'enquête, mais aussi le seul témoin à charge qui parle sans recourir à l'anonymat. Il a recueilli ces infos quelques semaines plus tôt, lors d'un séminaire dont il est ressorti sidéré. Depuis, il est plus qu'inquiet pour sa fille et déterminé à dénoncer les pratiques du gourou. Au fil des pages, le patriarche détaille le fonctionnement trouble de l'organisation. Sa structure hiérarchique, son modèle économique de cooptation issu du marketing multiniveau, mais aussi les séminaires à rallonge dans les hôtels miteux, les factures à plusieurs milliers de dollars, les accords de confidentialité, bref, tous les petits secrets de NXIVM, désormais exposés au grand jour. Edgar Bronfman nous a dit qu'il était convaincu qu'il s'agissait d'une secte et qu'il n'avait pas parlé à ses filles depuis des mois. Il était très inquiet, en particulier de l'investissement émotionnel et financier qu'elle consacrait à NXIVM. En lisant ces mots, Raniere fulmine. Non seulement il n'a pas réussi à recruter le vieux Bronfman, mais en plus, voilà que celui-ci se met à le descendre publiquement. Fidèle à lui-même, le gourou refuse d'assumer la responsabilité de l'échec. Il blâme Claire, tout est de sa faute. Pour retourner la situation à son avantage, il utilise son arme préférée, le chantage affectif. Après avoir convoqué l'héritière dans son bureau, il joue la partition bien réglée du professeur déçu. Si on en est là, dit-il, c'est parce qu'il a trop cru en elle alors qu'elle n'était pas prête. Résultat, elle n'a pas réussi à convaincre son père et celui-ci se venge en témoignant dans la presse. Ne voit-elle pas que le fond du conflit est là ?
Le vieil Edgar est jaloux de la réussite de sa fille et ne supporte pas de la voir évoluer loin de son orbite. Prostrée au fond de son siège, Claire se confond en excuses. Elle a échoué, explique-t-elle, et se dit prête à tout pour se faire pardonner. Claire, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît? J'ai fait n'importe quoi. J'ai encore été trop impulsive. Je ne connaîtrai jamais l'étendue des dommages que j'ai causés à vous, à Nancy, à l'organisation et au monde. J'aimerais que vous m'aidiez à les réparer. Quand Claire quitte le bureau, la tête baissée, Ranier esquisse un sourire. La défiance de la jeune femme contre son père s'est transformée en une rage profonde. Après cet épisode, Claire est plus dévouée que jamais à son gourou. Sans y être forcée, la jeune femme propose à Ranier de nombreux prêts. Les millions pleuvent sur Nexium. La secte acquiert ainsi un pied-à-terre en Californie, ou encore quelques bâtiments à Albany, le tout pour environ 30 millions de dollars. Mi-gourou, mi-PDG, Ranier mène grand train et profite de ses apports en cash pour étendre son empire. Plusieurs antennes du groupe sont ouvertes sur tout le continent, Manhattan, Seattle, Boston ou même Sydney en Australie. Mais ce n'est pas tout. Pour entretenir la colère de Claire contre son père, Ranier prétend que celui-ci aurait manipulé les marchés financiers pour saboter ses investissements et aurait dépensé des millions pour soutenir les ennemis de Nexium. Évidemment, tout est faux. Mais quand elle entend ça, l'héritière est furieuse. Elle débourse des sommes astronomiques pour renflouer les investissements hasardeux de Ranier, mais aussi pour harceler ses détracteurs. Et en 5 ans d'activité de Nexium, ils se sont multipliés. Parmi eux, on compte plusieurs avocats engagés par les familles des victimes. Maître Rick Ross, par exemple, est un grand spécialiste des mouvements sectaires. Grâce aux fonds débloqués par l'héritière, Keith Ranier et son bras droit, Nancy Salzman, attaquent le ténor en justice pour violation du droit d'auteur. Et même s'ils finissent par perdre ce procès, et beaucoup d'autres, les deux dirigeants montrent à leurs adversaires qu'on ne s'attaque pas à Nexium impunément. Ironie suprême, Claire Bronfman, l'héritière qui avait honte d'être une fille d'eux, utilise désormais la fortune et le statut social de sa famille pour intimider et attaquer les ennemis de la secte. Ranier peut dormir tranquille. Le gourou a transformé le fiasco Forbes en une vendetta familiale, qui est à la fois un parfait levier de manipulation et une formidable machine à cash. Pourtant, de son côté, Edgar Senior joue l'apaisement. Le milliardaire multiplie les courriers pour tenter de recoller les morceaux avec sa fille. Mais, pour elle, son père fait désormais partie du camp ennemi, ceux que Ranier a baptisés les parasites. Mais le gourou a une idée surprenante. Il demande à Claire de lui répondre pour amorcer une réconciliation. Derrière ce rapprochement se cache une énième manipulation de Ranier. Il veut que l'héritière profite d'une visite chez son père pour installer discrètement sur son ordinateur personnel un petit logiciel espion. Un spyware qui permettrait d'avoir un accès direct à l'adresse mail du patriarche ainsi qu'à ses nombreux comptes bancaires. Quelques jours plus tard, c'est chose faite. Avec cette manœuvre, Claire franchit un nouveau cap, celui de l'illégalité. À la fois directrice des opérations et principale mécène de Nexium, Claire Bronfman s'investit aussi dans le rôle de formatrice. Au quotidien, elle guide les nouveaux venus en identifiant leurs carences et en pointant leurs certitudes limitantes. Peu à peu, la jeune femme délaisse l'équitation, sa passion de toujours. Fin 2005, âgée de 26 ans, elle décide de raccrocher pour de bon. Des années plus tard, elle parlera de cette période dans un billet de blog. Je me suis sentie bien plus épanouie qu'après ma plus belle victoire de saut d'obstacle. J'avais gagné le privilège de me connecter profondément avec d'autres humains et
j'étais en mesure de les aider à changer leur vie en profondeur. À peine quelques semaines plus tard, début 2006, Claire assiste au premier séminaire d'une toute jeune recrue, une certaine Christine Kruk. À 23 ans, cette jeune actrice est loin d'être une inconnue. Elle est la star d'une série qui raconte la jeunesse de Superman et fait un carton, Smallville. Peu après, Christine amène avec elle une de ses collègues de la série, Allison Mack. Très vite, celle-ci devient une servante zélée de Rhaenyra, à la fois sa disciple, sa conseillère, mais aussi sa maîtresse. Allison Mack n'est pas une exception dans le groupe. Nancy, Claire, Sarah, toutes ont déjà eu des rapports avec le chef. En réalité, la sexualité de Rhaenyra est au centre de NXIVM. Dans la secte, toutes les femmes savent que c'est le moyen le plus simple pour accéder à son premier cercle. Derrière les hauts murs de la propriété d'Albany, le petit gourou à lunettes se comporte comme un don Juan dans un harem. Régulièrement, il se vante de pouvoir mener plusieurs relations amoureuses en même temps. Barbara Boucher, Karen Hunter-Reiner, Christine Kiff, Barbara Jesk ou encore Pam Kafritz, l'homme multiplie les histoires et alimente les rivalités parmi ses adeptes, tout en affirmant à chacune, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas son intention. Souvent, on me reproche d'avoir la force et le courage de pouvoir aimer plusieurs femmes en même temps. La majorité des hommes en sont incapables. Moi pas. Et cela provoque chez elles une certaine jalousie. C'est l'un des pires sentiments. Et il faut absolument le combattre. Derrière ces grands discours, Kis Rhaenyra se révèle, en privé, un homme jaloux et possessif. Et si l'une de ses maîtresses a l'audace de flirter avec un autre homme, ou simplement de lui parler un peu trop longtemps, il n'agit jamais frontalement. Il préfère placer la fautive dans une situation d'isolement total vis-à-vis des autres adeptes. Malgré ses penchants pervers, Rhaenyra, l'homme public, est avide de respectabilité. L'échec retentissant de l'article du magazine Forbes a laissé des traces et le gourou veut à tout prix redorer son image auprès de l'opinion publique. Fin 2008, il se lance donc dans plusieurs projets ambitieux. Il y a d'abord la création du World Ethical Foundations Consortium, soit le Consortium mondial des fondations éthiques, une organisation parallèle à NXIVM créée avec les sœurs Bronfman, qui propose de réunir dans une structure commune toutes les doctrines qui œuvrent pour un monde meilleur. NXIVM, bien sûr, mais aussi par exemple la philosophie bouddhiste. Mais Kis Rhaenyra a une autre idée, plus folle. Une idée qui lui offrirait une crédibilité instantanée. Faire venir dans les locaux de NXIVM, à Albany, un leader spirituel d'envergure mondiale, le Dalai Lama. Au tournant de l'année 2009, ce projet devient pour Rhaenyra une véritable obsession. L'idée lui a été soufflée par la sœur aînée de Claire Bronfman, Sarah. Depuis des années, la jeune femme est une lectrice avide de philosophie zen et elle éprouve une profonde admiration pour le chef religieux. Véritable passionnée, Sarah Bronfman a même fait la rencontre, quelques années plus tôt, d'un proche du Dalai Lama, un certain Tenzin Donden. Ce moine trentenaire, nommé émissaire spécial pour la paix, est l'un des conseillers intimes du leader tibétain. Kis Rhaenyra décide donc de sauter sur l'occasion. En janvier, il demande à Sarah d'organiser une première rencontre en Inde avec celui qu'il considère comme son alter ego, le Dalai Lama. Après quelques coups de fil, c'est chose faite. Le chef bouddhiste accepte de rencontrer Rhaenyra dans son monastère en Inde. Excité, le gourou élabore un plan d'attaque autour d'une idée simple. Il veut inviter son homologue à l'inauguration de son tout nouveau consortium mondial des fondations éthiques. Quand Claire Bronfman apprend la nouvelle, elle propose naturellement de financer l'opération. Ainsi, grâce au logiciel espion installé sur l'ordinateur de son père, l'héritière détourne 20 millions de dollars pour investir dans le capital de départ du consortium. Il faut dire que Rhaenyra voit les choses en grand.
Il rêve notamment de s'offrir le dernier accessoire à la mode chez les milliardaires, un jet privé. Au moins avec ça, il sera pris au sérieux, pense-t-il. Au mois de mars 2009, Keith Raniere, Nancy Salzman et les deux sœurs Bronfman embarquent donc à bord du tout nouveau joujou du patron à 11 millions de dollars, destination l'Inde. Si l'entretien avec le Dalai Lama s'annonce rapide, le petit groupe a prévu de passer plusieurs jours sur place. Vissé sur son siège en cuir, Raniere regarde par le hublot avec inquiétude. Comment convaincre le chef bouddhiste d'accepter son invitation? Bientôt, une idée fait son chemin. Utiliser le lien existant entre Sarah et le conseiller Tenzin Donden. Visiblement, ce dernier écoute l'aîné des Bronfman et l'apprécie. Raniere ne peut pas passer à côté de cette opportunité. Après plusieurs heures de vol, il convoque les trois femmes pour une petite réunion. Le plan qu'il leur expose est digne du FSB. Sarah aura pour mission de coucher avec le conseiller. Car le sexe est une arme redoutable. Une fois séduit, le moine fera tout pour la satisfaire. Droite sur son siège, Claire Bronfman ne bronche pas. Depuis son plus jeune âge, c'est toujours la même rengaine. Les garçons lui ont toujours préféré sa grande sœur Sarah. Sarah la séductrice, Sarah l'extravertie, celle qui fait tourner les têtes et chavirer les cœurs, tandis qu'elle doit se contenter d'être Claire la timide, Claire la craintive, celle qui s'excuse d'exister, celle qu'on oublie immédiatement après l'avoir rencontrée. Quand l'avion atterrit, le groupe est emmené en 4x4 dans les montagnes du nord du pays. Lorsque Keith Raniere et Nancy Salzman découvrent l'immense propriété perchée au-dessus de la vallée, ils se prennent à rêver. Après tout, le bouddhisme est un axiome qui a réussi, et à terme, le domaine d'Albanie pourrait ressembler à ça. Mais avant d'en arriver là, il faut séduire le Dalai Lama, ou plutôt son conseiller, Tenzin Donden. Toute la pression se retrouve donc sur les épaules de Sarah. Dès le premier jour, la jeune femme commence à tourner autour de sa proie. Enveloppé dans sa tunique orange, le jeune moine au crâne rasé a du mal à rester concentré sur ses tâches. Au bout de 2 jours, il craque. Dans une petite chambre du dernier étage, il trahit son vœu de chasteté, prononcé des années plus tôt devant ses pairs. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que l'aîné Bronfman lui a raconté. Certains disent qu'elle lui aurait fait miroiter une vie de rêve aux États-Unis, loin des charmes austères de l'Himalaya. D'autres pensent qu'elle aurait promis 1 million de dollars au monastère s'il arrivait à convaincre son chef. Quoi qu'il en soit, l'opération est un succès. Le lendemain, quand Keith Raniere se présente face au Dalai Lama, en compagnie de Nancy Salzman et des sœurs Bronfman, il est confiant. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu. Mais force est de constater qu'au-delà de son petit cercle d'adeptes, le gourou n'a pas la prestance ni le charisme qu'il imagine. Et quand le grand chef spirituel des bouddhistes, vêtu de son illustre pallium orange, se présente à lui, Raniere oscille entre le grandiose et le ridicule. Grâce à la méthode que j'ai développée, je suis certain qu'on pourrait, vous et moi, amener une paix durable entre la Chine et le Tibet. J'y ai réfléchi, et j'ai déjà des pistes de réflexion que je peux vous soumettre. Face à lui, le Dalai Lama répond d'un sourire poli. Cela fait des décennies que les tentatives de résolution de ce conflit meurtrier sont au centre de son engagement. Et voilà qu'un Américain sans gêne débarque avec toutes les solutions. À son tour, le chef bouddhiste met donc les pieds dans le plat. Il demande sans détour à Raniere des précisions sur la nature des accusations qui sont portées contre lui et son organisation. Que lui reproche-t-on exactement? Surpris, le gourou marmonne une réponse qui frôle l'absurde. Eh bien, simplement ces accusations ne sont pas vraies. Avec ma méthode, je me suis fait de nombreux ennemis. Et ces ennemis ont rapporté certains faits
qui ne sont pas vrais. Je tiens à vous rassurer sur ce point. Ces faits ne sont pas vrais. Heureusement pour Raniere, le reste de la conversation est plus détendu. Avant de repartir, il propose finalement au Dalai Lama d'assister à l'inauguration de son nouveau consortium à Albany en mai. Il espère ainsi le convaincre que tout ce qu'on raconte sur lui est faux et que ses enseignements s'apprêtent à changer la face du monde. Alors, la méthode Raniere supplantera-t-elle les vieux préceptes zen ? Pour le Dalai Lama, rien n'est moins sûr. Avant de partir, il assure qu'il confirmera sa venue, ou pas, sous quelques jours. De retour à Albany, Keith Raniere fait les 100 pas en attendant l'auguste réponse. Et puis, un matin, la nouvelle tombe. Oui, le Dalai Lama accepte l'invitation. Il viendra en mai, dans le cadre de sa grande tournée américaine. Pour Raniere, c'est une immense victoire. Quelques semaines plus tard, le 6 mai 2009, le chef bouddhiste débarque enfin à Albany. Devant des centaines d'adeptes, Raniere se pavane. Enfin, il peut s'afficher aux côtés d'une figure planétaire. Enfin, sa crédibilité est reconnue. Enfin, 6 ans après l'article assassin de Forbes, tout est pardonné. NXIVM est sur la voie sacrée de la normalisation. Dans la grande salle de réception chauffée à blanc, Raniere se lance dans un discours fiévreux. Il le conclut par une citation qu'il affectionne, une phrase longtemps attribuée à Schopenhauer, qu'il répète à longueur de séminaire. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Sous les applaudissements de ses admirateurs, Raniere laisse sa place au Dalai Lama. Et tant pis si le discours du chef spirituel tibétain est moins grandiloquent que le sien. L'important est ailleurs. Pour Raniere, cette visite est un accomplissement inédit. Grâce au travail acharné des sœurs Bronfman, Claire aux finances et Sarah à la séduction, le voilà intronisé guide respectable d'un mouvement philosophique. Pourtant, en privé, ses penchants les plus sombres redoublent. Malade de pouvoir, ivre de puissance, Raniere en demande toujours plus. Quand il apprend que le patriarche Bronfman, Edgar Senior, est malade, il jubile. Bientôt, une partie de son patrimoine lui reviendra. Finalement, le 21 décembre 2013, ses espoirs se confirment. Le vieux milliardaire meurt à l'âge de 84 ans dans une clinique new-yorkaise. Avec leur héritage, Claire et Sarah se retrouvent à la tête d'une fortune colossale. Désormais, Keith Raniere n'a plus aucune limite. C'était le 2e épisode du podcast Les Héritiers, consacré à Claire Bronfman. Un podcast original Énergie, produit avec l'Acme Productions. Écriture, Guillaume Ballandras. Réalisation, composition musicale et mixage, Nicolas Mollet. Et avec les voix de Margot Guillemard, Loïc River, Cécilia Anceux et Philippe Mahler. Retrouvez la série Les Héritiers sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à la partager autour de vous.